Chères étudiantes, chers étudiants, chers diplômés, naturellement, vous comprendrez que ça a été pour moi une grande surprise et un grand honneur d'être convié justement à être ce matin l'invité d'honneur de la remise des diplômes de l'École des affaires publiques de Sciences Po Paris. Je voudrais en dire toute ma reconnaissance à votre patron, Frédéric Mion, dont vous avez dit tout à l'heure qu'il était votre facteur commun, et à Yann Algan, mon ami, le doyen de l'École des affaires publiques. C'est d'autant plus un grand honneur que, comme cela vient d'être dit, je ne suis pas ancien élève de Sciences Po à Paris, mais j'ai suivi avec beaucoup d'attention depuis très longtemps, parce que naturellement je suis beaucoup plus âgé que vous, les bouleversements, les changements, les progrès qu'a connus votre école depuis qu'au début des années 60, en 61-62 exactement, j'ai passé une année rue Saint-Guillaume dans le cadre de la fameuse préparation au concours d'entrée à l'ENA. Et le défenseur des droits que je suis désormais reste très attentif à ce qui se passe dans votre maison, comme l'a dit Yann, qui restera pour toujours votre maison. Ainsi, après les décisions qui ont été prises par votre direction pour réformer la procédure d'entrée à Sciences Po, je voudrais vous faire part d'une opinion qui n'est pas une opinion d'un spécialiste de la pédagogie, ni celle d'un spécialiste des sciences de l'éducation ou du management, mais plutôt une remarque de caractère sociologique à partir de mon expérience dans la lutte contre les discriminations. L'oral, le présentiel, les mots dits et non écrits, la conversation de vive voix, peuvent comporter un risque qui peut en quelque sorte paraître paradoxal, celui de la conformité, alors que tout l'objectif est justement l'ouverture et la diversité, et c'est naturellement l'objectif souhaitable. Savez-vous que pour celui qui, ou celle, qui regarde, qui écoute, qui juge, qui, que ce soit directement ou par exemple à la télévision ou sur un écran d'ordinateur, il va retenir de la confrontation, dans une proportion minoritaire, le contenu, le message, et dans une proportion majoritaire, ce qu'il y a autour, le physique, la position, l'attitude, le regard. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire vis-à-vis de moi pendant que je fais mon discours. C'est-à-dire la personne et son comportement. Alors quel est le risque? Eh bien, le risque, c'est que ceux qui écoutent, qui regardent, le jury en l'occurrence, choisissent celles et ceux qui sont les plus proches de ce que sont, de ce que vous êtes, de ce que sont les membres du jury, par une volonté consciente ou inconsciente de reproduction qui est le lot de toute démarche d'apprentissage. Il faudra donc fixer de manière très rigoureuse des règles et des modalités qui s'opposent radicalement à ce que ce biais inhérent à la nature du dispositif se produise. Et ce que je veux dire, c'est que je suis sûr que vous allez le faire et que Sciences Po accueillera donc, dans cette nouvelle procédure,
sans inégalité tous ceux et toutes celles qui veulent devenir ce que vous êtes devenus ce matin. C'est cela, mettre en œuvre le principe de non-discrimination dont le défenseur des droits a la responsabilité depuis que l'institution existe, en 2011, à côté des juges. La lutte contre les discriminations s'appuie désormais, et depuis une vingtaine d'années, et en particulier à l'inspiration des règles européennes, d'où le master dont vous êtes en train de remettre les diplômes, s'appuie désormais sur les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. De même que sont fondées aussi sur les droits et les libertés fondamentales les relations des usagers avec les services publics, les droits de l'enfant ou le contrôle du comportement professionnel des forces de sécurité, qui sont tous les domaines de compétence du défenseur des droits. Alors, vous allez vous engager avec la confiance, mot qui est cher à Yann Algan, que vous autorise le diplôme qui vous est remis aujourd'hui. Vous allez vous engager dans la vie, poursuivre vos études, voyager, entrer dans l'entreprise ou dans l'administration. Vous allez prendre des décisions à portée collective et individuelle. Vous ferez peut-être même, pour certains ou certaines d'entre vous, des lois, des règles pour tout le monde, dans un pays ou pour un continent. Mon travail depuis 5 ans voudrait m'inspirer justement à ce sujet, au moment où vous allez prendre tous ces engagements et pouvoir faire tout ce que ce diplôme va vous autoriser à faire. Je voudrais maintenant vous dire comme une sorte d'alerte, une alerte sur les droits fondamentaux, sur ce qu'on appelait, et de moins en moins malheureusement, les droits de l'homme. Comme défenseur des droits, j'ai constaté, mais je ne suis pas le seul, un recul des droits fondamentaux dans les politiques publiques, dans les textes, dans les pratiques, et peut-être même encore plus, hélas, dans les têtes et dans les cœurs. Je l'ai noté depuis 5 ans, au fur et à mesure où j'accomplissais mon office pour la situation des étrangers, ceux qui sont dans notre pays, ceux qui veulent y entrer, pour la situation des étrangers malades, je l'ai dit récemment, pour le droit d'asile, pour le rapport et l'équilibre toujours si difficile entre les libertés individuelles et l'exigence de la sécurité. On a toujours le sentiment que, depuis des années et des années, le curseur se déplace vers les accros, les atteintes, les reculs, les accros au droit et donc à l'affaiblissement de l'état de droit. C'est probablement d'abord un cycle historique. La barbarie, au milieu du XXe siècle, a conduit à une période historique de grand développement des droits de l'homme, en particulier à partir des acquis des procès de Nuremberg. Mais aujourd'hui, la prégnance du terrorisme et du sentiment d'insécurité, en particulier depuis le 9 septembre, ont provoqué un mouvement en sens inverse. Et on voit remettre en cause, par exemple, ce qui a été, dans les années 50, par la Convention de Genève, fixé comme les règles internationales du droit d'asile. Certains s'interrogent sur mais n'est-ce pas un droit ou une notion qui est datée,
qui appartient à une certaine époque, et nous n'avons plus aujourd'hui le luxe de nous le payer, si j'ose dire, en oubliant que le droit d'asile, ça remonte au moins à Babylone, et pas seulement à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi beaucoup de relativité géographique, vous le savez tous, et beaucoup prétendent que ces droits fondamentaux ne peuvent pas s'appliquer à l'ensemble de la planète et à l'ensemble de l'humanité. Mais en même temps, paradoxe, l'intrusion numérique dans toute chose provoque sur l'ensemble de la planète et pour l'ensemble de l'humanité une étrange uniformité des comportements, des attitudes, des goûts. Et on peut se poser la question de savoir si les nouvelles technologies n'auraient pas, notamment de ce point de vue, une vertu, c'est celle de pouvoir réduire cette relativité que les religions, les idéologies, les modes de vie ou simplement les affirmations politiques cherchent à imposer. Et puis ce qui est aussi en cause, et ce qui met en cause les droits fondamentaux, c'est le principe de réalité. Oui, bien sûr, je sais qu'un tel ou tel a droit à ceci, qu'il faudrait, selon les règles, faire cela ou cela. Mais nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas parce que nous n'avons plus les moyens, parce que nous, le département, nos dotations budgétaires sont insuffisantes, parce que nous, la préfecture, nous n'avons plus les moyens de mettre en œuvre telle et telle politique. Principe de réalité, qui naturellement est celui de l'action politique. Et j'en ai été pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, dans la position qui est la mienne, je dis qu'on ne peut pas transiger sur les droits de l'homme avec le principe de réalité. Et heureusement que dans notre pays, bien d'autres, mais dans notre pays, par exemple, il y a des juges qui le rappellent. Récemment, un tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre un certain nombre de dispositions afin de mettre fin aux conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles vivaient un certain nombre de migrants dans la rue, dans ce département, aux portes de Paris. Le Conseil d'État, au plus haut niveau, dans un arrêt très important du 31 juillet 2017, à propos de la situation des migrants à Calais, a clairement déterminé qu'on avait affaire, dans certaines conditions indignes de vie, à justement des traitements inhumains et dégradants au sens des conventions internationales. Alors ce que je veux dire, après ce tableau un peu sombre, et dans une journée qui est pour vous naturellement une journée de joie et de fête, et pour vos parents, et pour tous vos amis, et pour l'école elle-même, dire que ces droits sont des droits universels et inconditionnels, que ce sont des droits réels et justement des droits de la réalité. Le droit fondamental, c'est celui de ne pas coucher dans la rue et de pouvoir être hébergé. Ça n'est pas une construction juridique, utopique, éthérée pour les temps futurs. Non, c'est ce que je disais il y a un instant sur les trottoirs de Paris ou d'ailleurs, c'est la liberté d'aller et de venir, c'est la liberté d'expression, c'est le droit à la protection sociale, c'est le droit au juge, c'est le droit à l'exil et à l'asile,
C'est tout ce qui fait que nous avons, depuis des décennies, depuis les Lumières, au Moyen Âge déjà d'une autre façon et pour d'autres raisons, défini que l'humanité était une. Et donc, ce que je vous dis, c'est que ce que vous avez appris ici, le diplôme dont vous êtes maintenant munis, ça va vous permettre dans votre vie professionnelle ou personnelle, par exemple, d'être de grands experts de qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas. C'est-à-dire, vous allez imposer des comportements pragmatiques pour avoir des résultats. Ou bien, vous serez dans un environnement qui feront que vous vous direz la majorité veut ceci ou la majorité veut cela. Et le consensus est plutôt ici ou il est plutôt de ce côté. Alors, moi je vous dis, ne vous laissez pas aller seulement à ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Ne vous laissez pas aller seulement à ce qui paraît faire consensus. Préoccupez-vous des autres. Tout à l'heure, les autres, c'est ce que Anne-Sophie Travers, il y a un instant, a mentionné en disant « il ne faut pas de laisser de côté ». Eh bien, c'est cela que je voudrais vous dire ce matin, au moment où vous quittez cette maison, où vous entrez dans une autre vie. Dans cette vie-là, ne détournez jamais le regard. N'admettez jamais de faire la part du feu. Ne laissez personne pour compte. Dans les politiques publiques, c'est une règle qu'il faudrait aujourd'hui clairement imposer, que toute mesure de réforme cherche d'abord la cible de ceux et de celles qui sont les plus vulnérables, les plus démunis, les plus éloignés de ceux qui, dans la société telle qu'elle est faite aujourd'hui, mais telle que naturellement vous aurez envie de la changer, eh bien, ont le plus de risques d'être écartés, exclus, manqués, si j'ose dire, par les politiques publiques. Voilà ce que sont dans la réalité, ce qu'est dans la réalité le souci et la recherche et la mise en œuvre et l'effectivité des droits fondamentaux. Alors simplement, moi je vous dis, au moment où vous partez d'ici, au moment où vous allez quitter Sciences Po, je vous dis simplement, face aux peurs, face aux intérêts, aux opinions toutes faites, aux idéologies démagogiques, sachez toute votre vie, et pas seulement maintenant où votre jeunesse vous autorise naturellement toutes les audaces, sachez toute votre vie mettre en œuvre l'absolu de l'égalité, de la dignité, de l'humanité. Alors peut-être que votre génération saura, en ce qui concerne les droits fondamentaux et les droits de l'homme, renverser l'histoire et écrire une nouvelle page glorieuse pour notre pays et pour le monde.